le fameux Marc Birban, que je vais laisser se présenter parce que ça sera bien mieux fait, mais en tout cas on est bien content de te recevoir. Et donc on donne la suite pour aller un petit peu plus loin que les éléments d'introduction qui ont été amenés ce matin, sachant que demain on continuera sur ces éléments d'introduction-là aussi. Voilà, on va alimenter les choses un petit peu de manière diverse et variée. Merci Vincent. Bon, je crois qu'on se connaît pour beaucoup d'entre vous. Alors, je m'excuse s'il y a quelques répétitions dans mes présentations. Je ne m'inscris pas véritablement dans le courant biodynamisme parce que je ne comprends pas tout. Il y a une partie là derrière qui est inaccessible. Alors j'essaye, je fais des efforts, mais je n'ai pas toujours les capacités intellectuelles. Par contre, on a beaucoup d'affinités, on travaille exactement avec les mêmes personnes que je retrouve un petit peu dans tous les pays. Et je crois qu'on a beaucoup de choses en commun. Alors, j'ai mes œillères, je vais regarder un petit peu l'aspect qui me concerne, essentiellement le greffage de la vigne. En préparant cette intervention, j'ai demandé à Pierre si vraiment j'avais ma place parmi vous. Il m'a dit bien sûr, il a beaucoup réfléchi, parce que travailler pas encore, j'essaye, sur les francs de pied. Oui, je crois que ça explique beaucoup de choses. Et puis surtout, il me dit pourquoi tu dis que le greffage c'est le péché originel de la viticulture contemporaine. Alors c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a plusieurs péchés originels de la viticulture contemporaine. Mais en tout cas, c'est celui qui me concerne prioritairement. Et puis, je crois aussi que par rapport à beaucoup d'éléments de réflexion qu'on a aujourd'hui sur les phénomènes de dépérissement, avec des guillemets, j'y reviendrai, on parle peu de l'amont, et souvent on développe des techniques curatives. Alors, moi, je n'ai pas de solution à proposer pour régénérer vos vignes qui sont parties en live. Mais j'aimerais proposer des solutions pour partir sur des bases saines. Alors la photo n'est pas très jolie, là c'est en Argentine. Elle est recépée, tiens, c'est intéressant. Elle est très productive. Peut-être tu l'as vu il y a quelques jours, Vincent. C'est la base de réflexion, c'est les francs de pied. Je crois qu'on va finir nos discussions là-dessus. En attendant, de revenir au franc de pied, je crois qu'on est obligé de composer avec le greffage. Et j'ai envie de vous dire, le greffage, pour l'instant, il vaut mieux le faire le mieux possible que très mal. C'est les pépinéries, je m'excuse pour tout ce qui va suivre. Voilà, très rapidement, puisque pour moi l'histoire c'est très très important, ça explique tout, c'est une science exacte. Je sais, je choque les matheux, mais il n'y a pas plus vrai que ce qui a été. Le problème, c'est l'interprétation que nous en donnons. Et l'histoire souvent explique exactement tout. Alors il va falloir apporter quelques petits rectificatifs à l'enseignement officiel qui nous a été apporté. Voilà. Ensuite, je vous présenterai les caractéristiques du greffage rapidement. Je sais que c'est la partie un petit peu lourde de la présentation, mais il faut absolument avoir les bases pour comprendre les fonctionnements et pourquoi pratiquer certaines techniques de greffage et pourquoi les mieux faire. Et puis je m'arrête là. Ah, non. Bon. Des mauvaises ondes. Voilà. Ensuite, l'importance donc, du greffage par rapport aux maladies du bois et phénomènes de dépérissement et les réponses qu'on peut y apporter. Alors je vais simplement introduire les débats qui suivront. Je n'ai pas de solution définitive, mais on a quand même des éléments de réflexion chiffrés, des recensements qui sont tout à fait concrets, qui sont connus aujourd'hui, qui ont pu être publiés officiellement, scientifiquement, ça a pris du temps. Maintenant, il ne reste plus qu'à communiquer, donc je compte aussi un peu sur vous pour cette mission. Il faut que tu orientes vers l'ordinateur. Comme ça, tac. Je peux aller à la main. Alors, les premières références au greffage, c'était en arboriculture, ça date de Chine, fin du 5e, 6e siècle, avant Jésus-Christ. Donc on a déjà beaucoup de recul.
On sait qu'Hippocrate ensuite en a parlé, succinctement. On ne sait pas s'il s'agissait de végétaux ou de greffes animales. On a eu un peu plus tard Aristote, au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui a déjà donné les premières bases. Et c'est surtout Théophraste, qui est intéressant à plusieurs titres. Il a décrit avec un plastratio une méthode de greffage littéralement en emporte-pièce. On n'a pas de croquis, encore moins de photos, mais on imagine que ça ressemble beaucoup, celle qui s'approche le plus, à ce qu'on utilise aujourd'hui sous le nom anglo-saxon de chipbud. Il a aussi été le premier à décrire une forme de dépérissement de la vigne brutale durant la période estivale, mais on peut imaginer que c'était déjà les premières formes apoplectiques de ce qu'on attribue aujourd'hui aux champignons de l'Esca. Il y a la main, ça plus simple. La référence, le père de l'agronomie, il nous vient de Carthage, actuellement en Tunisie, c'était Magon. Il est l'auteur d'un traité en langue punique d'agronomie très générale, pas uniquement de l'agriculture. Il a décrit toutes les formes de greffage viticole. Malheureusement, il ne nous est rien resté de ses écrits. Quand Rome a détruit Carthage en 146 avant Jésus-Christ, ils n'ont emporté qu'un seul ouvrage de cette culture barbare, c'était le traité de Magon, donc qui a servi ensuite à tous les auteurs suivants. Caton l'Ancien, donc, qui voulait détruire Carthage. Son œuvre s'est perdue, mais on retrouve historiquement dans tous les domaines agricoles, viticoles, et spécifiquement du greffage, les mêmes auteurs, Caton, Varron, dans l'ordre, Pline, ensuite quelques poètes là qui ont traité avec de jolies rimes, Ovide, Virgile, et un peu plus tard Palladius au 5e siècle. Donc tout nous vient à la base de Magon. Alors Columel aussi est intéressant à plusieurs titres, parce qu'il a décrit lui le greffage en présentant ses qualités qui étaient les mêmes il y a 2000 ans que celles que nous avons aujourd'hui. Régénérer les plants mauvais, hâter la fructification de cépages en utilisant des greffons plus précoces, rajeunir les vignes de mauvais aloi, c'est du recépage finalement, par greffage. N'oublions pas qu'à l'époque on était sur des francs de pied. Et il a été aussi le premier à décrire une technique de greffage à œil dormant, qui se faisait en fin d'été, qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut pratiquer en chipbud, ou historiquement on parlait de greffage mallorquin. C'est Pline l'Ancien qui a décrit avec inoculatio la technique de greffage anti-bud. Et celle-là, j'attire votre attention dessus parce que pour moi c'est la plus belle, la plus fiable des techniques. C'est l'écussonnage classique d'arboriculture. On va le revoir, qui consiste à faire une incision en forme de la lettre T sous l'écorce et insérer le greffon dessous. C'est la greffe la plus intéressante parce que c'est la seule qui ne touche pas le tissu, ni le bois, ni la moelle. Donc il est difficile d'avoir des tissus nécrosés, donc il est difficile d'avoir des maladies du bois. Donc le T-bud, gardez-le en tête si vous voulez vous initier aux anciennes techniques. Voilà. Alors pendant 4 siècles ensuite, il ne s'est pas passé grand-chose. Palladius a repris, en mettant un peu plus de forme, les écrits de Pline et Columel. Bon, il n'apporte pas grand-chose. De façon un peu plus intéressante, Ibn al-Awwam, au XIIe siècle, lui, à nouveau, s'est passé quand même 7 siècles entre les deux, a redécrit toutes les modalités de greffage. Alors, avec plus ou moins de sincérité, les communicants ne sont pas toujours les praticiens, c'est toujours vrai aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de Columel, il s'était attribué une technique de greffage que Caton avait décrit 200 ans avant lui. Donc ça a continué tout au long de l'histoire. Les orateurs se sont attribués les travaux de leurs prédécesseurs. Ibn al-Awwam, par exemple, proposait de greffer des vignes sur des cerisiers pour avoir des raisins mûrs au printemps. Je pense qu'il n'était pas toujours bien expérimenté sur tous les domaines.
C'est aussi lui qui nous fait part d'une anecdote. Le peuple des Nabatéens, à Petra, actuellement en Jordanie, faisait pratiquer les greffages autrefois par des jeunes femmes, et les hommes se livraient sur elles à des actes vénériens pour inciter la vigne à une bonne fertilité et à une bonne reprise. Méfions-nous des orateurs. Un peu plus tard, Pietro da Crescenzi, profits champestres et ruraux. Voilà, il a décrit, lui le premier, le greffage herbacé de plantes ligneuses. Et à ce titre, il est intéressant, et on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est la première référence historique que nous avons sur ces méthodes de greffage qui ont fait le bonheur des laboratoires il y a quelques années. Avant lui, le contemporain Arnaud Landric, avertissement et manière d'enter assurément les arbres en toute saison de l'année sur la vigne, sur son sarment, plantes, sauvageons et autres. Voilà, 1580. Il considérait que la greffe était un art maîtrisé et s'est dit, je vais quand même donner quelques conseils aux praticiens parce que je constate qu'il y a beaucoup de mortalité dans leurs arbres, dû à des échecs de greffage, bien entendu. Et ça a été le premier à constater que la soudure se situait sous l'écorce. Donc on ne savait pas que c'était au niveau du cambium à l'époque. Mais bon, il y a déjà 400 ans, on savait qu'il y avait déjà quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Et Olivier de Serres, un peu plus tard, je vous le cite, « Toutes les façons diverses d'enter dépendent d'un seul secret, poser les écorces des deux adjoints de telle sorte que la sève montante aille de l'un à l'autre. Les deux adjoints venant à se rejoindre par l'humeur glutineuse de la sève, il se fait un calus qui, ayant les porosités moins élargies, la substance se raréfie en passant et monte les esprits les plus subtils qui, faisant le jet nouveau, y portent moins de terrestre. » Voilà. Dans cette phrase qui est un peu complexe, moi je retiens surtout qu'il a constaté qu'il y avait un retrécissement des courants de sève au niveau de la greffe. Et ça, c'est absolument fondamental. Et ça va expliquer beaucoup de nos problèmes actuels. Alors, un peu plus tard, Jamel de Monceau a classifié les différentes techniques de greffage en catégories, greffe enfante, en couronne, incrustation. Et je crois que c'est à lui qu'on doit les confusions actuelles de terminologie. On ne pourra pas s'en départir, malheureusement. Jacques Boisseau, de la Baroderie, est le premier à décrire et expliquer le fonctionnement du cal de cicatrisation quand on a sorti les tissus cambiaux du greffon et du sujet. Alors il avait également souligné la diminution des tissus au niveau de la greffe et partiellement leur dégradation. Donc pour vous dire que ces constats que je vais vous présenter tout à l'heure sont déjà extrêmement anciens. Alors, la seule véritable innovation du XVIIe siècle, la seule greffe qui n'a pas été plagiée aux auteurs antiques, c'est Louis de Tottenham-Ayros en Angleterre, qui a mis au point une greffe extrêmement simple et géniale qu'on appelle la greffe anglaise. Il y a une version un peu plus complexe qui s'appelle la greffe enfante anglaise compliquée, qu'on verra tout à l'heure en photo, et qui est très très utile et que je recommande à mes amis pépiniéristes. Alors, le véritable acte de renaissance, je dis de renaissance parce que ça a toujours existé, mais du greffage en viticulture, ça a daté bien entendu de la fameuse crise phylloxérique. Alors moi je parle de guerre parce que ça a été une véritable hécatombe dans nos vignobles. L'occupant est toujours là, on subit toujours son joug. 150 ans plus tard, on est obligé de composer avec le phylloxéra. Il y a eu beaucoup de débats, souvent en termes feutrés, mais assez violents entre les tenants des deux écoles. On va y revenir, les sulfuristes et les américanistes. Et surtout, les conséquences sont incommensurables parce qu'on en paye encore aujourd'hui les pots cassés. Alors le puceron, je pense que la plupart d'entre vous en savez mieux plus que moi, c'est un hémiptère ailé, avec un long rostre articulé avec lequel il suce la sève en piquant les racines. Il se multiplie plusieurs cycles de parthénogenèse pendant l'année,
plus un cycle sexué, une forme ailée qui le permet de s'étendre dans les vignobles, une forme radicole qui nous empêche de le choper pour lui tordre le cou. Donc extrêmement complexe à contrarier. En tout cas, ça c'était il y a 120 et 150 ans. On pense, nous tous, je crois, qu'aujourd'hui on devrait avoir des moyens un petit peu plus écologiques je ne dis pas de l'exterminer, mais de composer avec lui. On aurait peut-être dû d'ailleurs laisser des plants faire naturellement leur œuvre d'évolution. C'est dommage qu'on ait décidé de tout reconstituer en totalité. Alors, jamais vérité historique, on va rétablir quelques petites vérités. Des personnalités là, qui se sont attribuées la pérennité de la découverte du phylloxéra ou la solution géniale du greffage de la vigne pour la reconstitution. C'est faux, le puceron, il a été décelé en 1863 à Pugeot, près de Roquemort, dans le Gard. Le premier à l'avoir signalé, c'est un vétérinaire, M. Delorme, à Arles, qui était également régisseur d'un domaine viticole. Et il a signalé, excusez-moi, je retiens, le 10 novembre 1867 au comice d'agriculture d'Aix-en-Provence. Donc c'est l'acte de naissance officielle de la découverte. C'est pour ça que vous trouvez souvent différentes dates. On l'a observé en 63, le constat officiel c'était en 67. On a dépêché immédiatement une commission composée de personnalités, des éminences montpelliéraines, protestantes. Félix Sahu, qui était président des fondateurs Société de l'histoire naturelle et d'horticulture. Gaston Basy également, éminent avocat, futur sénateur bien sûr. Et Planchon, qui était le professeur pharmacie de l'université de pharmacie de Montpellier. Voilà. Le 15 juillet 1868, ils sont allés dans les vignes du Château Lagois, Saint-Rémy-de-Provence, près de Saint-Rémy. Alors c'était le plus jeune, il est descendu dans le trou, il a sorti la souche, il a vu l'insecte, il a tendu à son voisin, il a observé également, qu'il a tendu à son voisin, qu'il a observé également. Seulement le seul véritable scientifique des trois, c'est lui, qui a écrit le rapport, donc il s'est attribué la découverte du phylloxéra. Alors Félix Sahu a failli devenir fou, et toute sa vie il s'est bagarré pour qu'on reconnaisse sa primauté dans la découverte de l'insecte. Bon, tout ça c'est des petites querelles de personnes absolument insignifiantes, parce que Westwood, déjà en 1863 à Londres, dans des serres, avait déjà remarqué qu'il y avait du phylloxéra sur la vigne. Et Azafitch, en 1854, aux États-Unis, l'avait déjà signalé. Donc lui-même n'en tirait pas excessivement gloriole. Par contre, on a absolument ignoré leurs travaux. On a donné des noms c'est le docteur Signoret à Paris qui a parlé de Phylloxéra versatrix, parce qu'il a vu la similitude de Phylon et Xéros. C'est un phylloxéra qui existe aussi sur le chêne. Donc il a donné le nom de Vastatrix, dévastateur des feuilles de chêne. Phylloxéra existe aussi sur les poiriers, encore actuellement au Portugal énormément. Donc le terme n'est pas très propre, mais nos auteurs français ont préféré rayer de la carte les travaux des prédécesseurs. Une croissance fulgurante, alors ça a démarré, c'est aujourd'hui pourquoi, près des grands ports, des embouchures des fleuves, hein, ici près d'Arles, en Gironde, peu après à Genève, c'était dans des atmosphères confinées, en Serre en Autriche, en 72, un peu plus tard sur le terrain en 75, et très rapidement tous les pays progressivement, l'Allemagne. Portugal, bien sûr, pratiquement de façon similaire à la France. Hein. On est dans la région de Porto, c'était sur le Douro, décontaminé certainement en même temps. C'était important. Un juste retour des choses, la Californie, assez tôt également. Californie qui est protégée par les Rocheuses, n'avait pas eu de phylloxéra. Quand les bateaux sont revenus, alors on sait aujourd'hui ce qui s'est passé. C'est la transition de la marine à vapeur à la machine à voile. Quand on est passé à des trajets beaucoup plus rapides, le puceron a pu voyager beaucoup plus rapidement entre les deux continents et survivre sur des plans de vigne.
Alors le véritable, celui qui devrait être le héros des américanistes, c'est Léopold Laliban. C'était un viticulteur, horticulteur, passionné d'empélographie, qui avait son domaine à Florac, porte de Bordeaux. Et au congrès de Bonn dès 1869, dans un des premiers congrès qui a suivi la crise phylloxérique, il avait annoncé que lui n'avait pas de phylloxéra sur ses vignes américaines. On l'a taxé de tous les mots, on l'a insulté. Il a passé lui aussi sa vie à essayer de se défendre. Il a dit que c'était la cause des gens comme lui, et particulièrement lui qui était actif sur le sujet, qui avait introduit le funeste puceron en Europe. Alors c'est pas vrai, enfin peut-être partiellement vrai, parce qu'il y a des vignobles déjà du Gard et des Bouches-du-Rhône qui étaient déjà morts du phylloxéra quand on a détecté les premières infestations chez lui. Mais c'était un peu plus facile, notamment pour Planchon, de trouver un coupable, de le désigner à la vindicte populaire. Alors il est doublement intéressant parce que lui, dès 1859, il avait déjà pratiqué le greffage dans ses propres vignes pour lutter contre l'odium. Et ça avait été un succès. Je vais de citer ce qu'il nous disait à l'époque. Par la greffe de nos vignes appliquées sur des souches d'Amérique, nous arriverons à combattre vigoureusement l'odium. Ni odium ni vermine ne sont à craindre avec les cépages américains, qui seront un jour la poule aux œufs d'or de nos vignerons. Il a eu raison, mais il a eu tort aussi, hein, on le sait. Non, ça a marché, mais ça marche plus, c'est ça? Sur l'ordi. Ouais, je vais sur l'ordi. Finalement, la greffe manuelle, c'est la meilleure. Hein, c'est ça? Non, je veux dire là. Oui et non. Oui et non. Ouais. Bon, enfin, dans les quelques mois qui ont suivi, ça a été vraiment une véritable révolution parce que le greffage était finalement d'accès facile pour tout le monde. Donc il s'est créé sous l'impulsion des pontes de la viticulture, Planchon, Laliban, Victor Puglia ici en Beaujolais, très actif, des écoles de greffage. Les vignerons se sont mis à greffer eux-mêmes. Ça n'a pas été immédiat, hein. Il faut bien entendre que la dispute a duré quelques décennies. Certains ont voulu résister, d'autres ont voulu tout reconstituer immédiatement. Mais là, le phénomène s'est mis en place très, très rapidement. Je remonte. Voilà. Conséquence, la naissance de la profession d'épiniériste viticole, parce que ça existait en horticulture. Jusqu'à présent, il y avait des collections privées, des jardins d'acclimatation, des conservatoires, tenus par des empélographes ou des passionnés de botanique. Ça n'existait pas en viticulture, donc leur but, c'était d'introduire des sacs entiers de semis de raisins, les implanter, les étudier, les adapter. On fit entrer également quelques plants. Alors ce gros échange de matériel, cette époque a fait qu'on a aussi certainement multiplié beaucoup de viroses dans nos vignobles. Autre conséquence qu'on n'avait pas soupçonnée. Les premières expériences d'implantation de vignes américaines, il faut savoir, ça a été un désastre. Hein, elles étaient résistantes au phylloxéra, mais elles n'étaient pas à la chlorose calcaire. Donc toutes les premières vignes ont été complètement détruites et ont dû être replantées. C'est pour ça d'ailleurs que la dispute a duré fort longtemps. Alors, un petit mot pour l'arrogance des greffeurs, je prends ça pour moi. On a quelques bécanes, on a commencé à mécaniser le greffage. Alors souvent sur des machines qui ne font que soit la découpe du greffon, soit la découpe du greffon et du sujet, mais on les assortissait à la main. Ça donnait quand même des vignes que je crois qualitatives, puisque les vignes centenaires que nous connaissons aujourd'hui étaient faites de cette façon. Bon, c'est pas très lisible, les factures en francs points carrés.
Autre courant qui allait mettre un petit peu plus de temps à se mettre en place, mais qui semblait à l'époque la panacée pour la viticulture, c'était les hybrideurs. Là, vous avez les célèbres Ardéchois, ici le clan des Siciliens. Je n'ai pas trouvé de photos. C'est quand même extraordinaire. Et quelques autres. Bon, l'idée, c'était bien entendu de réserver les qualités des deux éléments, les Vitis vinifera et les plants américains, pour leur résistance, et nous donner de futures vignes qualitatives. Ça a été très compliqué. On y est arrivé partiellement. Je sais qu'il y a un grand débat d'actualité actuellement sur l'hybridation. Je ne vais pas me prononcer sur la réhabilitation ou pas des vieux hybrides. Par contre, le débat actuel, oui, sur ce dont parlait Pierre tout à l'heure, sur les kiwis, là où ça pose problème. Et pour l'anecdote, la semaine dernière, j'ai entendu un des chercheurs patentés de la question, je ne donnerai pas son nom, bien entendu, disant qu'il n'y avait absolument rien sur la durabilité de ces résistances. Et simplement, ils avaient un budget pour travailler là-dessus, donc ils utilisaient ce budget. Voilà où se situe la réflexion aujourd'hui. Alors, je disais, la guerre idéologique a duré quelques années. À l'entournure du XXe siècle, la reconstitution avait été décidée définitivement, avec les personnalités donc se sont attribuées la gloire de la reconstitution. Ce sont eux qui ont des statues qui flanquent des squares autour des universités à Montpellier et à Bordeaux. Je ne sais pas s'ils méritent tant de gloire. Voilà. Mais c'est à ce moment-là, 1903, que Lucien Daniel, qui était un éminent botaniste de l'Université de Rennes, spécialiste arboricole, et lui-même greffeur, qui a été missionné par le gouvernement justement pour étudier et évaluer l'impact du greffage sur la crise phylloxérique. Je vous laisse lire ses commentaires. Il a été démis de ses fonctions en 1908 pour des motifs davantage politiques que véritablement techniques, puisque vous avez vu, il prenait position finalement contre la reconstitution par le greffage. Alors on l'a catégorisé un peu trop facilement dans le courant des sulfuristes, que nenni, c'est pas vrai. Lui, c'était un greffeur, il était pour le greffage, simplement il indiquait qu'il faut absolument pratiquer au cas par cas les assemblages avec le terroir et vérifier la pérennité de ces assemblages. Et dans ce cas-là, on pourra les généraliser. Ce quoi il s'opposait, c'était la façon, la reconstitution qui était devenue pour lui une véritable religion d'État. C'est absolument absurde. Et il a profité pour annoncer les malheurs de la viticulture contemporaine. Diminution de l'espérance de vie de nos vignes, augmentation des maladies cryptogamiques, diminution de la qualité des vins. Et je rajoute 2 éléments, parce que par rapport à l'an passé, pour les redoublants, excès de chimie dans les vins, perte de la biodiversité. Il était assez visionnaire, je trouve. Diminution de la vie des vignes. Je vous laisse lire ces réflexions. Prosper Gervais était un américaniste lui-même. Donc il convenait quand même à l'époque que le greffage était un problème. Pourquoi cette question qui était centrale il y a plus de 100 ans ne l'est plus aujourd'hui, ou était complètement égarée. Je vous lis Mario, M. Bost, je ne sais pas son prénom, 1822, fait partie d'un ouvrage écrit avec l'abbé Rosier qui a fait référence pendant plusieurs, il continue à faire référence. N'a-t-on pas vu chez nous en Bourgogne, dans certaines vignes provignées qui avaient 5 à 600 ans de plantation, les souches parcourir sous terre des distances énormes, plusieurs centaines de toises, la toise c'est 2 mètres, presque,
peut-être cependant n'offrir jamais à l'observateur superficiel que des cèpes de 10, 12 ou 15 ans d'âge au plus. C'est-à-dire que les vignes, autrefois, pouvaient vivre plusieurs centaines d'années. Je ne vous parle pas des Vistis vinifera sylvestris, qui elles peuvent vivre encore plus longtemps. On a découvert il y a quelques années en Sardaigne un sylvestris justement millénaire dans une forêt qui cavale sur la canopée de la forêt avec quelques jeunettes autour qui ont 5 et 600 ans de vie. Donc le message, c'est que la vigne peut vivre très vieille, c'est simplement l'homme qui, à force de la blesser, il réduit son espérance de vie. L'augmentation des maladies cryptogamiques, deux éléments qui mettaient en avant. Je vous montre toujours cette photo. Malheureusement, le Mistral m'a cassé les branches, mais c'était juste devant ma maison. Un acacia, 2 branches qui se sont soudées par frottement continu. C'est ce qu'on appelle la greffe originelle, certainement. On ne peut pas faire mieux en termes d'affinité que 2 branches du même végétal. Et pourtant, on constate qu'il y a un bourrelet de soudure se développe. C'est-à-dire que la plante nouvellement formée, issue des branches, elle va avoir une modification dans sa nutrition. Donc elle aura forcément des conséquences sur sa physiologie à venir, puisque la nutrition est différente. On a aussi des bourrelets de soudure un petit peu exagérés. Alors, je vous lis Daniel Scheidecker, spécialiste en 1961. L'intervention chirurgicale du greffage a pour conséquence la formation de bourrelets cicatriciels de soudure. La structure anatomique de ce bourrelet, structure qui déterminera en grande partie son rôle physiologique, varie considérablement d'une greffe à l'autre. Elle dépend de la nature des plantes en jeu, mais aussi de leur âge et de leur stade de développement au moment de l'opération, ainsi que de la technique de greffage choisie. Ainsi, chaque bourrelet est unique et vit à son rythme propre. Chaque greffe est différente. Je précise encore, Lucien Daniel, l'action des agents cosmiques est plus brusque et plus profonde sur les plantes de greffées parce que le bourrelet s'oppose au passage rapide de la sève brute. Il va jouer défavorablement un rôle dans la nutrition de la plante. 1927. Deuxième élément par rapport à l'augmentation des maladies cryptogamiques. Je l'ai expliqué par la pléthore aqueuse. 2 éléments, le greffon, le sujet. Lorsque c'est le cas le plus fréquent, le sujet, c'est-à-dire le porte-greffe, est plus vigoureux que le greffon, il y a un afflux de sève qui est beaucoup plus important que ce que le greffon est en droit d'attendre à l'état naturel. Donc comment est-ce qu'il compense cet excès de sève? Eh bien, il développe tous ses organes végétatifs, le bois, le feuillage, les fruits. Donc des tissus plus aqueux, plus fragiles et davantage agressés par tous les cryptogames. Cas de figure inverse, un petit peu plus rare, le porte-greffe est moins vigoureux. Donc votre greffon là-haut ne reçoit pas la sève qu'il a le droit d'espérer à l'état naturel quand il est franc de pied. Donc il n'a pas la résistance suffisante, donc il est aussi fragilisé. Ceci pour dire que dans tous les cas, le plant greffé a un comportement différent et beaucoup plus sensible à tous les cryptogames. Je continue mes petites lectures. Professeur de Salvo, 1901, pour nos amis italiens. Une chose importante, c'est que la pourriture grise atteint même les producteurs directs reconnus résistants à cette maladie lorsqu'ils sont greffés, et que le contraire a lieu quand ils sont francs de pied. Cela nous conduit à conclure que le mal existe du fait de la greffe et non pas en vertu de la nature de l'hybride producteur direct. En 1901, Serlupi, 1905, il est prouvé maintenant que le greffage des vinifera les prédispose fortement aux cryptogames par la pléthore aqueuse, dont on vient de parler, provenant de la vigueur du porte-greffe. Je m'en suis aperçu à mes dépens. 10 traitements cupriques ne les préservent pas du mildiou.
Si je me suis adonné avec ardeur à l'étude des directs, c'est surtout parce que j'étais fatigué de lutter contre le medium. Je suis fatigué de lutter contre l'odium et le medium. On ne peut pas non plus s'empêcher de penser à la théorie de la trophobiose développée par Chamoussou un peu plus tard. Effectivement, c'est un engrenage de chimie qui fragilise encore davantage nos plans. Diminution de la qualité des vins. Alors là, les points de vue peuvent être contrastés. Il est évident que les défenseurs, les américanistes ont dit qu'il n'y avait absolument aucune différence. Ils ont prétendu que les vins étaient de qualité identique. Bon, on peut discuter longuement de ces questions. Ceux qui ont goûté les francs de pied peut-être pourront témoigner tout à l'heure par rapport à des modalités identiques issues de greffes soudés. Je vous lis Pinot. Non, je ne vous lis plus, ça suffit. Simplement pour vous dire qu'il y a quand même deux éléments qui sont incontestables. On vient d'en parler, puisque la durée de vie des vignes est moindre. Aujourd'hui, quand elles arrivent à 40 ans, c'est le grand maximum. Donc on ne peut pas avoir des vignes de vin âgées. Et il est évident que les vins sont plus qualitatifs quand il y a un système racinaire qui est en place et épanoui à ce niveau-là. Donc des vieilles vignes, il n'y en a que sur les modalités anciennes, pas sur les greffes soudés contemporains. Là, je vous laisse lire tout seul. C'est d'actualité, hein? Combien de temps? Ouh là là, on va gâcher l'apéro. Bon. Alors, allez, je ne cite pas les intrants qu'il y a aujourd'hui autorisés dans les vins. On va gagner du temps. Voilà. Perte de la biodiversité. Bon, je crois qu'on est tous d'accord. Maintenant, on est unanime. La nature, par l'évolution, a besoin de biodiversité, à la fois extra-variétale. On fait absolument tout le contraire aujourd'hui. Rénal Roy, dont parlait Pierre tout à l'heure, signale qu'aujourd'hui, les espèces disparaissent 1 million de fois plus vite qu'elles n'apparaissent. C'est quand même dramatique. Alors, au même moment où on débattait de l'impact du phylloxéra en 1903, le congrès des horticulteurs à Angers, en 1903, reprenait les travaux de Knight du XVIIIe siècle, et annonçait que par manque de l'influence de la gravitation sur les semis et par l'excès de greffage, on allait perdre toutes nos variétés traditionnelles de pommes et de poires. C'est ce qui s'est passé, et Lucien Daniel faisait exactement le parallèle entre ce qui nous attendait aujourd'hui, ce qui nous attendait à l'époque en viticulture. Alors aujourd'hui, je reste malheureusement sur le triste cas franco-français, sur 210 cépages cultivés, 10 représentent 70% d'entre eux. Là, on n'a pas perdu en biodiversité. Donc, les conséquences de cette crise phylloxérique, bon, ben, vous les connaissez tous. Hein. Ensuite, les vignes sont descendues dans les plaines, on a pu les irriguer, des fois pour lutter contre le phylloxéra, on essaie de les inonder. On a aussi pu facilement les traiter. On s'est fait aider à la même époque par des engrais azotés, donc un engrenage de chimie et de scientisme qui aboutit à la situation actuelle que vous connaissez tous. Juste, je cite un instant Howard de 1940. Ces machines ne produisent ni purin ni fumier, elles ne peuvent donc pas contribuer à assurer le maintien de la fertilité. Avec l'extension des engrais artificiels et l'épuisement de la réserve en humus que renferme au départ tout sol fertile, se manifeste un accroissement correspondant des maladies, des cultures et des animaux. Il appelait les agriculteurs de 1940 les nouveaux esclaves de l'agriculture. Et il citait les modèles orientaux, puisqu'il a fait sa carrière en Inde.
en montrant que là-bas où les plantes et les animaux coexistaient sur les mêmes exploitations, les plantes vivaient, étaient à la fois abondantes et saines, exemple de toutes les maladies qu'on connaissait à l'époque en Europe, malheureusement. Howard, le testament agricole. Oui, une de nos Bibles à tous. Voilà. Et l'ultime conséquence, eh ben, la sélection sanitaire, et j'ai envie de dire exclusivement sanitaire. Bon, l'INRA créé en 1946, l'ANTAV en 1962, transformé un peu plus tard en ANTAV à nouveau. Maintenant, c'est chapeauté par le l'IFV. Le problème, ça a été qu'on s'est livré à la sélection exclusivement sanitaire, donc qui aboutit exactement au contraire de ce qu'on réclamait au départ, la biodiversité. On est en train de réduire la pyramide des possibles à sa plus triste expression. Je reviens sur Howard un instant. Signaler... Ah non, je me trompe de page. L'efficacité de l'agriculture de l'avenir sera évaluée par la diminution du nombre de sélectionneurs. C'était bon, il a fallu ça. C'est du vent le terrible. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est pour dire qu'aujourd'hui on fait quand même, Pierre parlait tout à l'heure des conditions familiales, des plans de vigne. À mon avis, nos plans ils sont à la DAS aujourd'hui, hein. Ce sont des orphelins et on leur fait subir pas mal de tortures parce qu'avant de les décapiter, au greffage, on essaie de les ébouillanter. Alors bien sûr, la décapitation, c'est cette canne qui est très jolie, qui a été mise au point avec un bon esprit, je pense, au départ. Malheureusement, je crois qu'elle est le point de départ de la recrudescence actuelle, hein, depuis 40 ans, avec la sélection massale, de tous nos problèmes. Elle est très performante. Elle permet à des gens sans aucune qualification de faire plusieurs milliers de greffes par jour. Malheureusement, ces résultats ne sont pas à la hauteur. Alors je vais y revenir dans un instant, mais pour schématiser, je pense que vous le savez tous, voilà, quand on coupe un tronc et là un greffon prélevé à l'œil, on trouve schématiquement 5 pellicules. L'écorce qui protège le végétal des agresseurs extérieurs, la moelle, on ne connaît pas encore l'utilité physiologique. J'aime à dire que peut-être c'est pour aider les champignons saproxyliques à se développer. Je sais que ça choque un peu, mais pourquoi pas. Le bois qui distribue la sève brute, le libère la sève élaborée. Voilà, et entre ces deux derniers éléments, le cambium, qui est une fine pellicule à peine distinguable à l'œil, qui donne des cellules de croissance diamétrale, qui a d'autres offices également, et qui permet la soudure dans la greffe. Donc le principe, la greffe idéale, consiste à mettre en contact le cambium du greffon et du sujet sur la plus longue surface possible. Tout est dit. Si on respecte ces principes, donc on est bon. Voilà. La formation de cale sur différentes techniques de greffage. Certains l'appellent anglais, c'est le trait de Jupiter, l'oméga, un petit bud qui n'a pas poussé, mais on peut y avoir le cal qui vient aussi fermer l'encoche, un petit bud sur le pourtour, avec des fois une petite fragilité sur le haut. Et puis des conditions de production en serre, chambre chaude, qui ne parlent pas des hormones, hein, qui favorisent le développement des tissus, de fois de façon exagérée. On a moins de problèmes de cet ordre quand on greffe quand même en plein champ. Alors les greffes les plus traditionnellement pratiquées, la fente pleine, c'était déjà décrit en Chine il y a 6000 ans. On incise un biseau, le greffon la même conformation, et on met en contact les tissus cambiaux. La petite zone de nécrose, mais c'est une greffe qui est assez qualitative. Je peux travailler sur des diamètres un peu plus forts, sur des diamètres très très forts. Bon,
je sais que certains d'entre vous le pratiquent, moi ça c'est pas trop ma tasse de thé. Je vois les résultats à long terme. Comprenez bien que la petite cicatrisation se trouve là de façon périphérique et qui garde là quand même une grosse zone de nécrose centrale qui ne me fait pas beaucoup au regard des maladies du dos. Alors la véritable engraisse, c'est celle-ci, un bisolon, un petit retour compliqué, on les ajuste. C'est une des plus belles greffes qui soit, dans la mesure, encore une fois, où on utilise la tuyauterie des éléments de diamètres identiques, faire en sorte d'ajuster les tissus cambiaux des deux éléments. Donc ça, c'est quelque chose, on a fait des essais sur table en passé avec un pépiniériste. C'est long, mais c'est vraiment extrêmement qualitatif. Après, il y a une version mécanique qui est faite en pépinière, qui a quand même donne des coupes obliques, donc un peu plus respectueuses des fibres. C'est plus qualitatif que l'oméga. C'est quand même pas l'idéal. Ce qui est important, c'est si vous avez un pépiniériste petit comme ça, c'est l'homme qui fait la différence, pas forcément la machine. C'est avoir quelqu'un qui prend surtout le soin de calibrer les deux éléments pour pouvoir ajuster les tissus. Je parlais de Théophraste, donc il a certainement décrit l'ancêtre de cette méthode. C'était certainement pas la même, mais dans le principe, on est bon. On essaie d'ajuster le tissu cambial, surtout le pourtour des encoches. Et celle-ci, donc le tibet par plaquage sous l'écorce, on peut difficilement faire mieux puisqu'on a un contact optimal sur les deux phases du greffage. Commentaire d'un praticien, c'était en pleine crise phylotérique, il annonçait l'avenir radieux de cette technique, il présentait pour lui que des avantages. Heureusement, il n'a pas été écouté, peut-être parce que la greffe en fente est un peu plus facile. Elle a été professée aussi par des gens qui n'étaient pas véritablement des gens de terrain au départ. Elle a quand même deux atouts énormes, c'est des petites blessures, des incisions superficielles et le maintien d'un tire-sève. Toutes les autres techniques de greffage consistent à une décapitation du porte-greffe. Celle-ci, on garde le plan vivant. Le stress n'existe pas et on a des possibilités de repli. Si cette greffe ne fonctionne pas, on peut regreffer un peu plus bas de l'autre côté. C'est pour ça que je ne prêche pas pour ma paroisse. On s'est limité à cette technique parce qu'elle présente ses avantages et elle nous permet de garantir des bonnes reprises. Alors s'il faut que j'accélère, je vais passer sur les techniques ancestrales. La greffe anglaise qui était semi-mécanique, qui se pratiquait au début des années 70, qui donnait de bons résultats. Simplement, l'oméga est arrivé très peu après. Il a envoyé les oubliettes. Alors, une méthode italienne de Rochedo, ça c'est de la marqueterie, là. C'est pas de la greffe, c'est pour assembler les pieds de chaises et de tables bout à bout. Donc, ça combine quand même les inconvénients des coupes transversales qui déchirent les fibres. Alors effectivement, si on fait ça sur le même greffon, on a bien ajusté les conformations des deux éléments. Mais généralement, le porte-greffe ou le greffon sont plus gros et pas de la même forme. Donc on aurait plutôt des zones de non-contact que des zones de contact. Celle qu'on doit nous présenter, je ne sais pas s'il est là parmi nous. Christophe. Le Binger, de l'avenir. Je crois qu'elle n'est pas encore complètement au point. Si elle marche, je trouve ça magnifique, parce qu'effectivement, ajustement parfait, des coupes obliques. Par contre, j'ai peur qu'il n'ait pas un rendement qui justifie production. En tout cas, il faut que les vignerons acceptent de mettre le prix, parce qu'il y a beaucoup plus de manutention que sur les greffes mécaniques traditionnelles. Alors celle-ci, la première bécane permettait de faire l'oméga, je vois bien, 6 000 greffes par jour. Aujourd'hui, c'est le double. En un coup de pédale, on assemble les deux éléments. Alors souvent, quand on voit des photos qui sont bien ajustées, c'est les mêmes diamètres. Bon, quand on regarde le plan de vie, ils n'ont pas les mêmes qualités. On voit bien que si ce n'est pas ajusté, le cambium déborde et ne sont pas mis bout à bout sur les deux éléments. Donc défaut quand même rédhibitoire, c'est une coupe qui est transversale. Ça oblige à utiliser des diamètres identiques, bien sûr. Et surtout, ça laisse des nécroses internes qui sont irrémédiables. Prolifération de cales a lieu sur les coupes obliques, pas sur les coupes transversales qui déchirent les tissus. Donc on va voir ce que ça donne. Juste pour situer dans le contexte, alors on y découvre régulièrement de nouvelles maladies du bois.
la presse NTTK, on ne sait plus où donner de la tête. Pas une seule fois on ne remet en cause la greffe. Je le déplore parce que c'était un élément, on l'a vu, qui était en cause il y a 100 ans et on n'en parle absolument plus. Nos chercheurs passent leur temps à, je reste poli, à torturer les champignons, alors qu'il y a des pistes quand même qui sont beaucoup plus simples, parfois simplement manuelles. Alors, je disais tout à l'heure, Théophraste était le premier à parler du phénomène de mortalité brutale de la vigne. Columène l'a décrit un peu plus tard avec le terme sidératio. On a cette mortalité brutale des plantes en plein été, au lever de la canicule. On imagine très bien que c'est la forme apoplectique de l'Esca. Un peu plus tard, c'est avec le terme de fulguratio, c'est-à-dire comme frappé par la foudre, que les plants de vigne mouraient. Donc c'est toujours la même évolution. Ceci pour dire que ces maladies qu'on attribue aujourd'hui à nos champignons du bois sont extrêmement anciennes. Raymond Billard, qui a traduit lui-même les auteurs anciens, disait, et je vous le cite, « Le caractère foudroyant de ce dessèchement fait tout d'abord songer au foltage ou apoplexie, à ces ceps isolés, çà et là, au milieu d'un vignoble très vert, qui, brusquement, du jour au lendemain, et sans motif apparent, meurent, et dont les paysans disent encore, en présence d'un coup si soudain, qu'ils ont été frappés d'un éclair. Assez souvent, la souche ne périt pas totalement, mais c'est tantôt un sarment seul, tantôt une corne, tantôt tout un côté que la vie abandonne. » Ça vous rappelle quelque chose? Il a traduit les auteurs d'il y a 2000 ans. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas sûr que le champignon soit vraiment responsable, c'est plutôt un accident de végétation, et c'est ce qu'avaient dit les anciens en l'attribuant aux astres. La seule chose nouvelle, c'est la recrudescence de la maladie. Alors on revient au plan de vigne. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont apporté des plants. Vous voulez qu'on les... Allez, je vous passe un sécateur. C'est pour montrer l'objectivité de la démonstration. Ce n'est pas moi qui ai sélectionné les plants. J'en ai pris 3 hier en route, je les ai coupés. Regardez ce qui se passe à l'intérieur. Les plants pris au hasard. Quand on coupe un jeune greffé sous les vivants, vous avez au minimum 50% de bois mort dès le départ. On peut débattre tant qu'on veut, savoir si c'est la faute du vigneron, du pépiniériste qui contamine les plants. Je ne crois pas que ce soit important. Moi, je pense que les champignons sont là parce qu'ils sont utiles. Et ils remplissent leur œuvre. Ce qu'il faudrait éviter, c'est ça, c'est d'avoir du bois mort. Alors, regardons ce qui se passe un peu plus tard quand la plante grandit. À 4 ans, on ne voit pas très bien encore l'expression des champignons de l'Esca. On peut voir que la zone de nécrose, au moins, reste proportionnelle. Avec le temps, elle s'accroît, ça commence à se développer, ça rejoint les pétailles. Elle est morte. Que ça marche. Hein, c'est un miracle que ça marche quand même. Ah, la vigne est rustique. Que nous arrivons à boire du vin. Elle est rustique. Elle a du mérite à nous supporter depuis si longtemps. Quand on regarde. Mais souvent on coupe les souches transversalement et on regarde s'il y a des piqûres de champignons, des traces. Non, il faut les couper verticalement et voir où ça commence. Et le message de nos amis d'ailleurs, dont François ou Simoni, c'est le même. Simplement, la première zone d'impact, elle commence sur le bas de la souche. Dès le départ, le plant est condamné. C'est pour ça que je dis, nous plantons des moribonds. Ils sont condamnés dès le départ. Ils vont survivre. Ce qu'ils peuvent. Alors là, je reviens juste aux techniques de greffage à l'œil. C'est pas toujours très qualitatif, vous disiez, mais on n'a quand même pas de bois mort dans la greffe. Là, c'est le premier sèchement primal géré. Là, c'est un petit bud d'une vingtaine d'années. S'il n'y a pas de bois mort, le champignon n'a pas lieu de se développer. Il nous laisse en paix. Alors ça, c'est pas que de la théorie. Donc, prêcher dans le désert pendant des années, j'ai demandé à me faire appuyer par l'ISDV à Bordeaux. Ils sont en train d'ailleurs de se réapproprier le travail que j'ai financé. Mais, voilà. On a recensé le taux d'expression de l'Esca à Bordeaux, Cabernet Sauvignon, dans le grand sud-est de la France, sur Mourvèdre, cépage très sensible, en fonction des modalités d'implantation.
Donc en oméga, on est tombé à une moyenne de 8,80, pratiquement 9%. Le cas le plus bas, c'est Julien, qui est ici parmi nous, à Bandol. Il est où? Voilà. C'était l'exception. Je ne sais pas si la biodynamie a quelque chose à voir, mais c'était le seul cas que je connais en oméga, si l'info est bonne, qui n'a pas d'esca. Mais sinon, on voit que les variations vont très loin, très lointaines. Ça pour dire que ce n'est pas seulement la technique, mais c'est le soin du greffeur. Le greffeur peut être bon. C'est quoi un bon greffeur? C'est pas la machine, hein. C'est celui qui prend le soin surtout de calibrer et de bien assembler les deux éléments, celui qui prend le temps. Modalité manuelle, donc on a recensé les vieilles vignes faites par mes parents, nos grands-parents, ou par notre société depuis une trentaine d'années, à la main, quelles que soient les techniques, toutes techniques confondues. On a moins d'1% dans tous les cas de figure. On a eu 1 ou 2 cas où ça tournait autour de 1%, et il y avait surtout des grosses blessures de charrues à la base des pieds, mais ce n'était pas tellement des nécroses internes attribuables à l'esca. Une grande uniformité de résultats. Donc en comparaison, les deux modalités, voilà. Ça c'est vrai, c'est authentique, c'est officiel. On ne peut pas faire plus. Hein. Voilà. Alors notre activité principale, nous, c'était le surgreffage de vigne pendant des années. Alors je prends les exemples un petit peu plus connus. Mouton Rothschild, le travail était fait en 87-88 sur des merlots. Donc on a mis du Sauvignon, qui est un cépage très sensible, sur le merlot, qui est un cépage absolument pas, très peu sensible à l'esca. Je l'ai recensé voilà 2 ans. J'ai trouvé une souche avec les symptômes d'esca sur 1200 pieds. Une souche. Et de comparaison, la parcelle voisine, qui a 2-3 ans de moins, elle a 12% d'esca le même jour, et pratiquement une mortalité phénoménale qui est du double. C'est concret, vous pouvez aller voir, hein, Mouton Rothschild devant l'entrée. Pardon, mais le surgreffage, il a été fait au niveau des anciens greffons à l'oméga ou... Alors, les plants sont des greffés soudés en oméga, Oui. les plants d'origine, les merlots, et on a surgreffé, donc sur le tronc, hein, surgreffage c'est au-dessus. Juste pour changer le cépage. L'européen, pas sur l'américain. Non, sur le vitis vinifera, effectivement. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut distinguer 2 cas de figure avec le surgreffage. Soit on travaille avec des cépages très sensibles à l'esca, soit pas. Si on est sur des cépages très sensibles à l'esca, le problème de la greffe, il est définitif, létal. Quand on ne l'est pas, on a des vignes qui tiennent la route. Est-ce que ce truc-là, il a 30 ans maintenant? Trouvez-moi c'est un surgreffage. Trouvez-moi des sauvignons de 30 ans sans esca. Trouvez-moi. Et la vigne, elle a 54 ans aujourd'hui, dont 30 ans de sauvignon. Et donc le deuxième cas de figure, je reviens, là on est sur des cépages qui sont tous les deux très sensibles à l'esca. Donc là c'est un Montbrial très bien, très bien, ou du Nid Blanc chez nous d'ailleurs. Cabernet Sauvignon sur très bien, Cabernet Sauvignon sur une Nid Blanc. 99, 2001. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la greffe qui a été faite là à l'œil, le champignon était bien présent. On est sur un cépage très sensible à l'esca, mais il se contente de dégrader le bois mort. On n'a rien du tout dans le bourrelet de soudure, et ces vignes sont perdues. Simplement, là, on a gardé la greffe oméga avec ses gros problèmes de bois mort, et on a donc, dans ce cas-là, des mortalités qui sont plus importantes, que j'ai estimées entre 3 et 4% aujourd'hui. Voilà. Donc, 2 cas de figure. Si ce n'est pas sensible à l'esca, il n'y a rien. Si c'est sensible à l'esca, on a un petit peu recépé la souche, il y a moins d'embolie, d'accidents vasculaires, mais on a quand même une mortalité qui continue parce qu'on n'a pas écarté cette partie mécanique. Alors, travaux de regreffage, nous on le fait à titre expérimental. Je refuse de vendre ça comme des solutions définitives. On l'observe. Pour l'instant, j'ai fait pendant des années, mais sur des plans épars, donc c'est pas très net. Là, depuis 3-4 ans, on le fait sur des rangées de parcelles entières. Pour l'instant, il n'y a pas d'esca, mais il faudra, avant d'en parler,
on se doit d'attendre quelques années d'observation. Alors, le regreffage, là aussi, on a le responsable du domaine qui est là parmi nous, Eric. Je me suis permis, sans demander la permission, c'est Tapi Barnon. Surgreffage qui a été fait, ben, c'était le père de l'actuel propriétaire de Saint-Victor, 87, qui était un naturel très curieux. Et il a demandé à mon père aussi de faire des travaux, de faire des travaux de greffage. Donc on a une référence quand même qui a 30 ans d'âge, c'est des vignes qui avaient 8-9 ans, Mourvèdre. Une partie est restée greffée souillée en oméga, on a une mortalité de 14,5%. Une partie a été regreffée en fente, dont on parlait tout à l'heure, il y a une mortalité de 11,5%. Ce que je vous disais, c'est qu'on peut recéper en fente, mais on laisse quand même de grosses nécroses. J'ai dit mortalité, pardon, le taux d'expression de l'esclave. Et ensuite, greffe à l'œil. Donc là, on n'a pas regreffé, on a surgreffé, ce que je vous disais à l'instant. Donc on a un taux qui est un peu plus important que moins d'1% qu'on retrouve partout, parce qu'on est au-dessus du point de greffage. Il faut regarder cette parcelle. J'accélère. Un autre cas intéressant, qui est plus difficile à trouver, souche de Grenache, accident apoplectique en plein été. La souche mère est morte. La marcotte qui a eu suffisamment de racines est restée vivante. Ça a 2 ans, la photo, elle est toujours jolie cette année. On voit que le porte-greffe lui-même restait vif. Il faut dire que ce n'est pas le champignon, le problème, c'est bien l'accident vasculaire. Sinon, elle aurait passé également. Alors, les vieilles vignes, on me reproche des fois de faire parler les vieilles vignes que je n'ai pas connues. Oui, c'est vrai, je peux faire parler aussi les jeunes vignes que je connais. Elles n'arrivent pas à cet âge-là, en fait. Donc ça, c'est les pieds de Sirica, là, en Italie, en Taurasi, que nos amis italiens connaissent bien. Ça montre bien que la vigne peut vivre entre 250 et 300 ans, là, les souches vivantes et les plants voisins de c'est du Thérodelgue, non, côté. Les autres souches à côté, qui ont aussi 120, 140 ans, ça montre bien que la vigne peut vivre âgée, des blessures de taille assez limitées, puisqu'on les conduit d'eau. Même chose à Santorin, quand les vignes sont conduites comme ça en corbeille, c'est-à-dire on appelle ça le gobelet en couronne. On ne coupe pas l'apex, on supprime les latéraux. Ça, c'est greffé? Non, franc de pied. Ah oui, on est sur un terrain volcanique là. Donc c'est franc de pied, mais surtout, c'est là où on rejoint un peu les travaux de François Dage sur la taille de la vigne, pas de blessure. On ne coupe pas l'apex, on conduit en couronne l'apex. Donc, ces vignes, elles ont 350 et 400 ans de survivance. Bien pour dire que c'est quand même l'homme, à force de vouloir bonsaïser la plante, qu'il a détruit. Alors, les maladies de dépérissement, bon ça, je vais vous le citer encore un peu. Lucien Daniel, l'affinité est un mot vide de sens dont se sont servis les auteurs viticoles pour masquer leur ignorance des causes d'un grand nombre de phénomènes consécutifs aux variations de nutrition et aux variations spécifiques causées par la symbiose des deux vignes. Voilà. Dépérissement, c'est une expression nominale qui n'exprime rien d'autre que ce qu'elle dit, c'est-à-dire rien du tout. On ne sait pas ce que c'est, on est tous dépérissants, et au moins ça permet de dégager la responsabilité de nos véritables responsables. Alors, bon, il y a eu le fameux cas de la Syrah, il y a d'autres cas de figure. Moi, j'alerte les instances depuis quelques années sur le Vermentino. Cépage ancien s'il en est, puisqu'il a été cité par Dante dans la Divine Comédie en 1300. Il a plus de 7 siècles d'âge. Depuis quelques années, on constate qu'il a les mêmes problèmes que la Syrah, des crevasses périphériques à l'entour du point de greffage. Alors on fait des essais de regreffage depuis quelques années, avec quelques vignerons partenaires, solidaires, ça se passe bien. La Syrah, je vais y revenir. Également le Centennial, une obtention récente de Davis, en Californie, de 66.
Les regreffages, vous les faites en bas? Oui, oui, je vais y revenir. Le regreffage, c'est sur le porte-greffe. En fait, la terminologie n'est pas fixe. Effectivement, il faut que je précise l'expression qu'on utilise. Greffage, c'est générique, et c'est quand on travaille sur le porte-greffe directement ou en pépinière. Sur greffage, c'est quand on est au-dessus du point de greffage, deuxième greffe. Et je parle de regreffage quand on reprend plus bas et qu'on écarte. Voilà. Mais c'est l'expression qu'on utilise, hein, n'est pas définitive. Ok. Bon, il faut que j'arrête là. Donc, rapidement, la Syrah, elle est à Châteauneuf-du-Pape à Montredon. On a fait planter il y a quelques années, en 2005, des greffés soudés en oméga, des greffés soudés à l'anglaise. Et on a greffé en chipbud sur les mêmes porte-greffes la même année, donc 161-49, qu'on nous présente comme très dépérissant aujourd'hui. Syrah également, clone très dépérissant. Voilà. Alors là, sur notre modalité manuelle, on a 2-3 souches qui rougissent, qui commencent à déconner un peu. Elles ont aussi des blessures au niveau du sol, des étranglements par le ruban. Voilà. Là, il y a plus de 20 fois plus de dépérissement sur les deux autres modalités. Donc, la parcelle est accessible très volontiers. Même cas de figure, Château-la-Mer, Châteauneuf-du-Pape, 161-49 sur et Syrah. Aucun dépérissement aujourd'hui, et ça date de 2003. On m'a reproché officiellement, dans une revue scientifique, d'avoir fait le con, d'avoir utilisé des matériels, des clones qui n'étaient pas dépérissants. Alors j'ai fait faire le test, ça m'a coûté très cher. C'est bien le 877, il est très dépérissant, mais il ne dépérit pas dans ce cas-là. Voilà, alors le regreffage, hein, on l'utilise dans plusieurs cas de figure, je vais y revenir tout à l'heure. Là, c'était donc sur le Châteauneuf-du-Pape, sur la Syrah. Je dis attention quand même, ce n'est pas une solution que je vous présente pour régénérer vos vignes, c'est juste pour démontrer qu'il y a un problème dans la greffe. Par contre, pour moi, le phénomène de dépérissement, ce n'est pas essentiellement la greffe, c'est d'abord génétique, c'est les clones. Il n'y a que des clones qui dépérissent. Donc si vous voulez solutionner vos questions de Syrah, faites des sélections massales, absolument. Je n'ai jamais vu des vignes dépérir avec des massales. Ou si c'est un individu ou deux parmi plusieurs milliers dans la parcelle, ça reste indolore, vous ne le verrez même pas. Par contre, quand c'est un clone qui a un gène de fragilité et qui se dégrade, c'est l'entièreté de nos vignobles de Syrah qui déconne. Donc définitivement, utilisez des massales et de préférence faites des bons greffages. Voilà. Alors aussi sur la Syrah, les marcottes. Là j'ai une parcelle à la proximité que je peux suivre régulièrement. La souche mère meurt. La marcotte reste vivante. Le problème c'est que celle-ci elle dépérit de phylloxéra. Donc c'est pas un exemple que je vais pouvoir garder durablement. Ça c'est valable sur la Syrah, c'est valable sur tous les cépages parce que il y a des vignobles jolis comme la Collée de Saran, il fait plein de marcottes et ça tient. Alors est-ce qu'il y a une règle pour les marcottes ou pas? C'est ça la question. Il a des terrains, je ne le connais pas, mais sauf de réputation, mais il a des terrains un peu sablonneux peut-être aussi. Schiste. Après, ça dépend parce qu'ils restent tous connectés au porte-greffe. Oui, il les maintient. Oui, c'est pour ça. Ils ne sont pas affranchis. Ils sont pas affranchis. Non, les marcottes en général, ça marche plutôt bien. Enfin, j'en vois dans tous les pays, ça marche plutôt bien. C'est rare qu'il y ait peut-être que dans ce cas-là, dans ce cas-là, lui, non, connexion. Voilà, on le voit, c'est net. Hein. Un an, phylloxéra le bouffe. Alors, je vais faire juste rapidement une petite topo sur la pépinière, non pas trop pour la critiquer, parce que c'est qu'un maillon du système. Hein. Je crois que c'est plutôt en amont que ça déconne. D'abord nos instances investigatrices, avec le soutien des politiques, alors c'est pas très légible, mais enfin quand on subventionne du matériel qui est biodégradable, quand on nous oblige à utiliser du matériel certifié, il n'est même pas certifié contre les virus d'ailleurs, par contre il est certifié dépérissant, puisque les Syrah ça dépérit en 15 ans et les autres en 25 ans de maladie du bois. Petit coup de gueule si tu retournes à ce niveau-là. Hier, j'ai eu une réunion avec la Chambre d'agriculture et de l'IAG à Brignoles dans le Var. Pépiniériste me disait 30% de nos ventes, ce sont les complants.
Donc, on prime du matériel biodégradable et ils revendent des complants derrière. C'est tout bénef pour eux. Et tout ce qui est qualitatif, c'est-à-dire les massales et le greffage manuel, est expressément exclu de l'aide. Donc, absolument scandaleux. Voilà. Alors, moi je vais passer, c'est pas pour me moquer, c'est juste pour dire que le débat sur la pépinière, il avait lieu il y a 2000 ans, il a toujours lieu aujourd'hui. Et pour l'amusement, une carte de vœux que m'a envoyé un pépiniériste l'an passé, rien n'est sérieux s'il ne peut être durable. Il était innocent. Pépinière, quelques défauts dont on ne parle pas beaucoup. Vous savez les principaux, bien sûr, la chimie, l'industrie. Je voudrais parler aussi du problème du chicotage, parce qu'on regarde toujours la partie aérienne de la plante. Mais l'an passé, on a primé aussi Pévi, Pablo d'Or, je crois, une machine qui permet de massacrer le porte-greffe. C'est absolument honteux. L'état des greffons, je vois les stocks de greffons traités par terre quand les tracteurs n'ont pas roulé dessus ou qui traînent devant les hangars des pépiniéristes. Il ne faut pas s'étonner qu'ils aient 50% de réussite dans leur propre assemblage. Et parmi ces 50%, même vous ayez ensuite des plantes qui continuent à dépérir en plein champ. Vous n'avez pas du beau matériel. Problème de calibrage, ce qu'ils ne font pas très souvent. Donc vous connaissez tous Lilian Bérillon. Je vais souvent avec lui quand il met en place sa pépinière. Je crois que le point important des greffeurs, c'est qu'ils prennent le soin de calibrer, de bien ajuster. C'est là qu'on peut faire du travail de qualité. Et puisqu'on parlait de chimie tout à l'heure, c'est justement chez notre amie Carole, là, cousine de Macoul. Il y a des traits des vignes là-bas à Franc-de-Pied qui tiennent la route. Hein. Simplement, les pépiniéristes, depuis une dizaine d'années, pénètrent le marché avec le cheval de Troie des nématodes. Donc, ils utilisent ce prétexte pour fourguer des greffés soudés et matériel dépérissant. Donc, j'ai fait quelques recensements, mais ça a moins de 10 ans, donc je ne peux pas les donner, c'est pas suffisamment parlant. Mais on voit déjà que sur les greffés soudés, là-bas, il y a déjà plus de maladies du bois. Alors, c'est pas l'escage, j'en ai pas trouvé. Il y a la hoja de Malbon et l'enroviamente chlorotico. C'est pareil, le gros problème, je crois que c'est plutôt qu'ils taillent à la tronçonneuse. Alors, des techniques curatives, les plus anciennes, je vous l'ai dit, Pline, Columelle, Palladius, ils les ont toutes décrites. En Cognac, on continue de fendre certains vignerons, les souches pour mettre à l'air les champignons. En Toscane, moi j'ai toujours vu, ils mettaient des cailloux également à l'intérieur pour tenir ouvert et assécher les vignes. Je crois qu'on doit à François Dalle d'avoir réhabilité la technique, modernisé, et aussi l'expression curetage, c'est lui qui l'a mise au bout du jour. Le recépage, ça aussi, les trois mêmes auteurs latins l'avaient décrit, ça fonctionne très bien. Problème, ça fonctionnait très bien. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas toujours à écarter la cassure originelle de la greffe de pépinière. Donc, ce qu'on peut faire, c'est garder une sagate. Et dans ce cas-là, ça oblige à greffer. Ça c'est durable. C'est très difficile, difficilement généralisable à toutes les vignes. Le regreffage, là, alors ça, c'est pas maladif, hein, c'est chez notre ami Christian Miller en Alsace, qui était victime d'un acte de sabotage. Les vignes avaient été tronçonnées au ras du sol. Donc on a fait ça à Reuil-Dormant au mois d'août, c'était en 2004. On a réussi à retaper le vignoble. Ça fait plaisir, il n'y a absolument pas de maladie dessus, la vigne est saine. Sur la Loire, question de gel printanier, là, la partie aérienne était morte, gelée. Le porte-greffe plus rustique est resté vivant plus longtemps, donc on a regreffé. Voilà des cas de figure où le regreffage fonctionne. Et ici, à Kéran, avec Côte-du-Rhône, un grenache qui était en train de dépérir. Les souches ont crevé autour. Voilà, on a repris quelques pieds sur le porte-greffe. C'était il y a 11 ans maintenant. Les vignes sont... Donc tout ça pour dire que, non pas pour vendre le regreffage, mais pour dire qu'il y a quand même un problème toujours avec le point de fragilité qui est la greffe. Voilà. Petite anecdote rapidement. Cette année, on va surgreffer une parcelle
j'allais dire le nom, il ne faut pas, un grand cru classé à Saint-Émilion. Connaissant bien le directeur, je lui ai demandé pourquoi, parce que je sais qu'il travaille en greffe des massales depuis des années là-bas. Il me dit en fait, on faisait il y a quelques années avec la Chambre d'agriculture des dégustations comparatives de nouveaux clones, dont le 251, le Cabernet Franc, qui tous les ans était au-dessus du lot dans toutes les dégustations et pour tous les dégustateurs. Et une année, il a disparu du lot de dégustation, donc il a demandé pourquoi. On lui a dit ah, mais il avait de l'enroulement numéro 2, pas méchant, mais il exprimait les symptômes, donc on l'a écarté. Sélection exclusivement sanitaire. Il s'est dit c'est dommage de perdre ça, il était vraiment supérieur. Donc il a pris quelques matériels, il les a fait nettoyer par greffage d'Apex et il a fait planter quelques centaines de pieds sur le domaine. Et depuis 20 ans, ce vin a perdu toutes ses qualités. Il n'est plus le même. Alors j'ai questionné le mois dernier au cépage modeste Marc-André Sellos. Il me dit oui, le greffage a fait perdre a modifié tout le métabolisme de la plante. Donc ça peut être physiologique et ça peut être également sur des aspects organoleptiques. Donc le traitement à l'eau chaude, moi ça me fait peur. Je ne sais pas vous. Du coup, j'ai une question. Ouais. Pour la fluorescence. Ouais. Moi, je suis désolé. Je vois ce qui est mécanique, où on voit des dégradations, les maladies du bois sur des blessures, les maladies, entre guillemets, de dépérissement, on voit des dégradations, ça reste mécanique. Après, les maladies à phytoplasme, les virus, je ne vois pas de solution à mon niveau en tout cas. Bon, ça on va passer, vous connaissez tous, on a perdu du temps et de l'argent. Alors, je vous disais, la guerre phylloxérique, conséquences désastreuses. Je dis, si vous voulez faire des vignes un peu plus durables aujourd'hui, vous avez d'autres pistes de travail. Revenez à des sélections massales, absolument. Il faut la biodiversité, c'est du bon sens. Faites vos greffes vous-même, c'est pas compliqué. Nos grands-parents, nos parents le faisaient, ça marchait. Les vignes, les vieilles vignes toujours en place, qui étaient implantées de cette façon. Il faut continuer, il faut réapprendre à ce geste vigneron tout simple. Alors, je n'ai pas trop répondu au sujet, je sais, je suis toujours un peu hors sujet. Excusez-moi, la biodynamie, je ne suis pas très bon. Le semi-deuil non plus, je suis là pour apprendre. Par contre, c'est évident, c'est qu'il faut éviter la chimie. Il faut éviter les conneries des époques récentes. Il faudrait essayer de revenir au franc de pied. Je crois que c'est absolument indispensable. Alors vous êtes nombreux à faire vos propres essais dans votre coin, parfois en disant tiens, je vais en mettre quelques-uns, on va voir si ça passe à travers ou pas. Je crois que ça passe pas à travers, hein. Pratiquement tout le monde a des plantes qui dépérissent. Et ce serait peut-être bien qu'on profite justement d'une réunion comme celle-ci pour essayer de regrouper, mettre en commun nos efforts. Pour essayer de travailler de façon un peu plus durable. Donc nous on a créé une association, pour l'instant c'est juste un nom. Les branches, on voudrait réhabiliter, effectivement, récupérer, faire un conservatoire de vieilles vignes francs de pied qui elles ont appris à résister naturellement, pas issues de sable, issues de terroirs géocalcaires. Et on voudrait également se donner les moyens d'une étude véritablement scientifique et écologique sur la façon de contrarier le phylloxéra. Alors voilà, si vous êtes prêts, je m'engage aujourd'hui, si certaines personnes participent, adhèrent, financent quelque chose, on n'emploiera pas cet argent à quoi que ce soit, surtout pas à des gueuletons, même pas à l'implantation des vignes, ni à leur entretien. Ce sera uniquement pour nous offrir un véritable travail de recherche pour lutter contre le phylloxéra. Il y a peut-être quelques pointures parmi vous qui sont capables de nous aider aussi à apporter un petit peu leurs connaissances et leurs efforts pour ce projet. Je vous remercie.